Les webhooks, vous en avez peut-être entendu parler, ou même utilisé en suivant simplement un tutoriel. Mais savez-vous vraiment ce que c'est? Et surtout, ce qu'ils peuvent faire pour vous? Imaginez un instant, mettre à jour automatiquement vos bases de données à chaque nouvelle vente, ajouter un contact à votre liste d'emails dès qu'un formulaire est rempli, ou encore recevoir une notification sur Slack quand quelqu'un mentionne votre marque sur Twitter ou X. Tout ça, c'est le genre de tâches que les webhooks peuvent gérer pour vous. Enfin, avec une petite touche d'automatisation derrière. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble le fonctionnement des webhooks et voir comment ils peuvent simplifier vos processus d'automatisation. On partira d'une explication théorique pour bien comprendre leur fonctionnement, puis on passera à la pratique avec un cas concret sur Make. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les API, alors il est temps de faire pause et d'aller la voir avant de revenir vers celle-là, car ça va beaucoup nous aider. Alors, concrètement, c'est quoi un webhook? Pour faire simple, imaginez un webhook comme un facteur numérique qui transporte des informations d'un site web à un autre de manière automatique. Et si on prend un exemple, vous avez sûrement déjà vu des sonnettes connectées qui envoient une notification sur votre smartphone quand quelqu'un arrive à votre porte, n'est-ce pas? Un webhook, c'est un peu pareil. Quand un événement se produit sur un site, comme un clic, un achat, soumission d'un formulaire, etc., le webhook va immédiatement livrer cette information à une autre application pour déclencher une action. Dans le monde digital, les webhooks sont partout. Par exemple, quand vous recevez une notification Slack, dès qu'un nouveau ticket est créé dans votre outil de support client, c'est un webhook qui ouvre en coulisses. Ou encore, si vous avez déjà créé un formulaire en ligne avec Google Forms ou Typeform, vous pouvez utiliser un webhook pour ajouter automatiquement les réponses reçues à une liste Mailchimp ou autre, ou Airtable par exemple. Ainsi, sans même y penser, vous avez sûrement déjà bénéficié d'un webhook. C'est un peu les petites mains de l'automatisation qui nous facilitent la vie. Dans la suite de la vidéo, on va creuser un peu plus leur fonctionnement et surtout voir comment les mettre en place avec Make. Restez bien jusqu'à la fin. Maintenant qu'on a une idée de ce que sont les webhooks, plongeons un peu plus dans leur fonctionnement. Mais avant ça, clarifions un point qui peut porter à confusion. Quelle est la différence entre un webhook et une API? Pour faire simple, une API, interface de programmation d'application, permet à deux applications de communiquer entre elles. C'est un peu comme un standard téléphonique. Quand vous appelez une entreprise, vous passez par le standard qui va vous rediriger vers le bon interlocuteur en fonction de votre demande. Avec une API, c'est vous qui initiez la communication en faisant une requête, un appel, et vous attendez une réponse. Un webhook, lui, fonctionne dans l'autre sens. C'est comme si l'entreprise va vous appeler directement pour vous prévenir d'un événement ou quelque chose d'important, sans que vous ayez à les contacter. Ici, c'est le serveur qui vient pousser l'information vers votre application dès que quelque chose se produit. Concrètement, un webhook suit toujours le même schéma en trois temps. Événement déclencheur, appel webhook, action réceptive. Imaginez que vous avez un site e-commerce. Chaque fois qu'un client passe une commande, qui est l'événement déclencheur, le site va envoyer les détails de la commande via un webhook, appel webhook, vers votre outil CRM ou autre, qui va alors créer un nouveau contact et une nouvelle opportunité de vente. Action réceptive. Tout ça automatiquement et instantané. Pour mieux visualiser ce process, on va essayer de passer à la table de dessin. Donc, essayons de reprendre l'exemple du site e-commerce. On va avoir notre utilisateur qui va être ici, là, un utilisateur, donc là, user, qui va communiquer avec un site web, pour faire un achat. Donc là, c'est le site web e-commerce et qui va faire un petit achat d'un article ou quelque chose. Et là, on a le bouton achat. Par la suite, lorsque l'utilisateur va faire son achat, c'est qu'il va cliquer sur le bouton, il y a un traitement qui va se faire. On va dire que c'est un traitement back-end, donc c'est un traitement en arrière-plan qui va se faire en arrière-plan. Donc ce traitement-là, il va faire pas mal de choses. Et il va faire plusieurs appels, faire des enregistrements dans une BD, etc., etc. Et à la fin, il va appeler notre fameux webhook. Il va l'appeler, c'est comme si c'est lui qui va déclencher l'appel vers le webhook. Notre webhook, il est au niveau du CRM. Donc là, on a notre CRM qui est ici. OK. Et là, hop. Et on a notre webhook. OK. Notre webhook qui est là. Et on va l'appeler add contact. OK. Ce webhook-là, il sera exposé
sur un URL. On va dire qu'il va ici avoir un URL. Cet URL, c'est lui qui va être appelé par ce backend ici. Donc, c'est lui qui va être appelé ici URL et il va lui passer des informations. Des informations, on va dire que nom, prénom, téléphone, email, etc. Donc, c'est l'ensemble des informations que ce traitement-là va faire. Donc là, on va faire appel vers ici. Et là, on va faire un appel à ce webhook-là. Donc, ce webhook, lui, il reste en attente. Il attend qu'on le déclenche. Donc, il est déclenché depuis l'extérieur. Donc là, il va attendre que quelqu'un l'appelle via cette URL qui ne change pas. Et quand il va l'appeler avec des paramètres. Et par la suite, une fois que cet webhook sera appelé et va recevoir ces informations, lui, par la suite, il va déclencher d'autres traitements au niveau du CRM. J'espère qu'avec ce flux-là, c'est un peu plus clair. Mais je vous assure, avec les exemples et la mise en place du flux sur Make, ça va encore être plus clair. On va maintenant essayer de passer sur Make pour mettre en place un petit exemple qui utilise des webhooks. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de Make, on a plusieurs intégrations qui existent déjà. Google Sheet, YouTube, Twitter, etc., etc. Il y a deux façons quand vous allez voir, par exemple, on va dire au niveau de Google Sheet. On va passer voir, ça va être mieux. Au niveau de, j'ai créé un nouveau scénario ici et c'est vide. Donc, je vais vous montrer un petit truc. Ça va être très intéressant pour vous. Imaginons, je vais cliquer sur Google Sheet. Là, je vais avoir ce qu'on appelle des triggers et des actions. Des actions, ça va être que je vais performer une action ou déclencher une action. Et les triggers, ça va être que quand il y a quelque chose qui se passe ailleurs, je veux déclencher quelque chose. Ça ne vous rappelle pas quelque chose comme des webhooks? Mais il y a une petite nuance ici. Il y a deux façons de faire des écoutes et récupérer des informations. Il y a ce qu'on appelle les webhooks normales et il y a les pull-ins. Les pull-ins, c'est à un intervalle donné, je vais essayer d'aller interroger une base de données et récupérer des informations. Et quand vous allez voir acide, ça veut dire que là, c'est pas de l'instantané. Ça veut dire que je fais du pull-in. Donc, à chaque intervalle, je vais aller récupérer des informations et les récupérer. Quand c'est instant, il y a aussi acide à côté, ça veut dire qu'il peut supporter les deux. Mais quand c'est instant, ça veut dire que c'est un webhook. Si par exemple on clique sur Watch Changes, donc là on va essayer de voir Create a webhook. Donc là il est en train de me dire je peux créer un webhook pour surveiller les changements qui vont être apportés sur un Google Sheet par exemple. Donc là, je voulais juste vous expliquer cette nuance. Donc, il existe deux façons. Tu as les webhooks normales, on a les webhooks normales qu'on vient d'expliquer, et on a les pull-ins. Donc là, on va juste expliquer les webhooks. Et pour expliquer bien les webhooks, je ne vais pas utiliser des composants qui existent déjà. Par exemple, je peux par exemple utiliser le composant de YouTube et surveiller s'il y a une nouvelle vidéo qui se poste. Je prends le transcript, je le passe à OpenAI qui fait un résumé et qui poste un tweet. Et en parallèle, à partir de ce résumé-là, je peux faire un post LinkedIn et le poster sur LinkedIn. Tout ça d'une façon automatique. Mais là, on est au début et on veut commencer par les bases. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer d'aller voir les custom webhooks et on va essayer de décortiquer ça petit à petit. Donc, je vais effacer ça et je vais utiliser les custom webhooks, ceux-là. Au niveau des custom webhooks, il y a les triggers et il y a les réponses. Donc, quand on veut envoyer des réponses via des webhooks ou on veut écouter. Donc là, on va partir sur un custom webhook. Et là, on va essayer de l'appeler test YouTube. Et là, on va faire un save. Là, vous allez remarquer quelque chose. Il y a ce petit lien. Ce petit lien, ce URL, c'est lui que j'avais expliqué lors de mon dessin moche ou joli, je ne sais pas, mais mon dessin, où j'avais dit qu'il y a un URL au niveau du webhook, que cet URL sera appelé par le traitement arrière-plan back-end de mon e-commerce et qui va déclencher le traitement du webhook. En fait, c'est ce URL-là. Et nous, on veut, par exemple, donner ces URL au niveau d'une application et qu'elle va appeler. Si on parle au niveau des chatbots, par exemple, quand on récupère des leads au niveau du chatbot et qu'on veut ajouter ces leads au niveau d'un CRM, etc., en fait, le chatbot va appeler un webhook, un custom webhook. Et ce custom webhook, c'est cette URL-là. Et il va lui donner
un ensemble de fields ou des attributs ou des informations qui vont par la suite être récupérés à l'intérieur de ce webhook-là et transformés au niveau de Make, enregistrés au niveau de Make sur des CRM, des Google Sheets, etc., etc. Donc là, on va essayer de décortiquer ça petit à petit. On prend cette URL, par exemple, et on va essayer de faire un test. Mon petit test, je vais le faire sur Rakebin. Donc là, je vais poster mon URL. Et là, on va parler toujours d'une méthode post. Et ici, on a ce qu'on appelle un key et une value. C'est un content. Là, si vous avez vu la vidéo sur les API, vous allez comprendre de quoi on parle. L'URL, le post, le get, le content, etc., etc. Donc là, on a un content avec une key et une value. Donc, on va envoyer un attribut et une valeur d'un attribut. Donc, nos attributs, ça peut être un nom, un prénom, une adresse courriel, un numéro de téléphone, etc. Ça, c'est l'attribut. Par la suite, il y a la valeur. C'est la valeur que l'utilisateur va saisir, qu'on va récupérer. Donc, on va renvoyer des paires. Donc, key, value. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre un peu un key et une value. Donc, ici, je peux mettre un key 1. Voilà. Donc, manque d'imagination. On va faire key 1, value 1. Et par la suite, je peux faire quelque chose. Donc, là, on va juste revenir sur Make. Voilà. Donc là, il est en train d'écouter. Là, il y a le stop qui tourne. Il est en train d'écouter. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un send. Donc, si on remarque ici, on a successfully determined. Ça veut dire qu'il a pu déterminer le contenu qui a été envoyé. Donc là, je vais faire un OK. Et on va essayer d'aller voir ce qu'il a pu mettre. On va juste mettre un Google Sheet, par exemple, add a row. Voilà. Et là, vous allez remarquer quelque chose. C'est que ce qu'il me donne comme information disponible, c'est key 1. Ça veut dire que c'est l'information que j'ai envoyée au niveau de mon appel webhook. Ça veut dire que j'ai appelé cette URL et je lui fournis une information. Et cette information, je la récupère au niveau de Make à partir de là. Donc, je peux l'utiliser. Là, on a juste pris Google Sheet, là, pour exemple, mais je peux utiliser n'importe quel nœud module au niveau de Make. Et par la suite, je peux utiliser les informations que je récupère au niveau de webhook. Je vais essayer de faire un autre test et on va essayer d'ajouter une nouvelle valeur. Donc là, j'ai splitté l'écran en deux juste pour la simplicité. Je vais avoir un key 1 ici, comme on a vu. Je vais ajouter une virgule ici et encore de l'imagination, key 2, value 2. Donc là, même si je fais send, il n'y aura rien qui va changer. Pour faire changer la structure, il faut revenir ici et il faut cliquer sur Redetermine Data Structure. Donc là, je clique ici. Là, il va tourner, il est en train d'écouter ce qui se passe. Et là, je viens ici et je fais un send. Et là, vous allez remarquer que, hop, il a changé. Successfully determined. Donc là, il a changé un peu la structure. On peut vérifier ça. On va aller sur Google Sheet et on va essayer d'aller là, key 1, key 2. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est la création d'un custom webhook, un webhook qui va avoir un URL. Je donne cette URL à quelqu'un, c'est une application qui va appeler ces webhooks avec un ensemble d'informations. Et par la suite, cet ensemble d'informations, ils seront envoyés via cette webhook à l'application qui m'a fourni ce URL-là, qui va utiliser ces informations que je vais lui envoyer pour faire des traitements. Ceux qui ont bien compris les API et qui ont bien suivi vont me dire une question très évidente. Mais pourquoi je ne fais pas un simple post? Genre, l'application me fournit un post que je peux par la suite appeler pour ajouter de l'information ou de la data. Ben, c'est possible. C'est possible de faire ça. C'est possible d'éviter d'utiliser les webhooks et d'appeler un post directement lorsqu'on a besoin d'ajouter de l'information. Genre, j'ai besoin d'ajouter une ligne sur un fichier Excel, Google m'offre une API pour ajouter une ligne sur un Google Sheet. Au lieu de passer par un webhook, je peux appeler directement le post de ce fichier Excel. Oui, c'est possible, mais il y a des avantages et il y a des inconvénients. Si j'entre dans les détails, ça va être lourd et la vidéo sera longue, mais je vous laisse chercher un peu la réponse par vous-même. C'est lié à des notions de sécurité, à des notions de performance et à des notions un peu de choix stratégiques que chaque compagnie ou chaque application va faire. Je vous laisse regarder ça en détail. Et voilà, vous avez vu la puissance des webhooks.
combiner avec Make pour automatiser vos tâches. Que vous soyez entrepreneur, marketeur, créateur ou simplement curieux, j'espère que cette démo vous a donné des idées d'automatisation à mettre en place dans votre quotidien. Et j'ai pas oublié l'exercice d'aujourd'hui. Prenez 5 minutes. Essayez d'identifier une tâche répétitive que vous pourriez automatiser avec Make en utilisant les webhooks. Et si vous avez besoin d'aide pour la mettre en place, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Ça m'encourage à créer encore plus de tutos de ce type. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.